Bonjour à tous, bienvenue au wagon. Je suis Vincent, je suis élève au wagon depuis lundi dans le badge 83 du wagon. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Steve de Conto qui va nous parler de son expérience pendant environ 30 minutes avec 15 minutes de questions ensuite. Voilà. Donc Steve, est-ce que tu peux commencer par nous faire un bref résumé de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené à Conto? Alors déjà, je suis très heureux d'être là ce soir. Il se trouve que, et je le dis tout de suite avant d'oublier parce que je vais devoir partir à 20h pile, on fête notre lancement ce soir à The Family. Et ceux qui peuvent nous rejoindre là-bas après le talk sont les bienvenus. Il y a un événement sur Eventbrite ou sur notre Twitter pour s'inscrire, donc n'hésitez pas. Et pour répondre à ta question, alors je m'appelle Steve, j'ai 35 ans. Si je résume ce que j'ai fait les dernières années, je crois qu'il y a 3 grandes étapes dans ma vie. La première partie, c'est que je suis parti en Suisse à 18 ans pour faire des études d'ingénieur, un peu et peut-être comme beaucoup d'entre vous, sans trop savoir ce que je voulais faire plus tard. Je fais de la microtechnique et vous allez voir que c'est important après. Ensuite, j'ai fait du conseil et je me suis rendu compte assez vite, au bout de quelques années, que c'était probablement très théorique et pas assez pratique, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Et puis la troisième partie, c'est que j'ai décidé de reprendre mes études, un peu comme vous aussi, à 28 ans, pour faire un MBA à l'INSEAD, pour essayer de comprendre ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle, et donc faire une thérapie professionnelle de luxe, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est là où je me suis dit, en fait, plus tard, je veux monter ma boîte et je veux qu'elle ait un impact énorme sur beaucoup de gens, beaucoup de boîtes. Et donc après l'INSEAD, j'ai travaillé chez Groupon en tant que chef des opérations pour la France, ensuite pour l'Europe et l'Asie. Ça a duré 1 an et demi et c'est là où j'ai pris le goût de l'action. Et je crois que c'est un peu ce qui m'anime toujours aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'ai monté une première boîte qui s'appelait, donc juste après Groupon, qui s'appelait Smoke.io, qui était dans le domaine des objets connectés. C'était une cigarette connectée, c'était la première du genre. On estimait le taux de nicotine inhalé, etc. Et on aidait les utilisateurs à se sevrer des vraies cigarettes qui sont très mauvaises pour la santé. Et l'étape d'après, c'était Conto. C'est pourquoi, c'est dans l'actualité ces jours-ci, puisqu'on a lancé notre offre lundi. Et voilà. Et j'ai vu que tu avais le même associé dans ta boîte d'avant et chez Conto. Tu peux nous raconter votre rencontre? Pourquoi est-ce que vous continuez à travailler ensemble et tout ça? Je pense, trouver un associé, je ne sais pas si vous avez l'ambition de travailler dans une start-up, dans une boîte ou de vous associer pour en monter une. La question du cofondateur est hyper importante. C'est très important parce que on a souvent la mauvaise intuition sur les critères qu'il faut pour choisir son cofounder, en tout cas dans mon cas en particulier. La version consultant assez théorique, c'est il faut que j'ai quelqu'un qui me complète. Donc si je suis bon en sales et en marketing, il me faut un CTO et puis un mec produit. Et la deuxième option, et c'est celle que moi j'ai privilégiée, c'est un peu comme une relation amoureuse. Sa femme ou son mari peut avoir une maison à la campagne, c'est génial. Peut être très riche, c'est génial. Mais si on ne s'aime pas, si on ne s'entend pas bien, si on ne peut pas s'engueuler, en gros, ça ne marche pas. Ça marche quelques mois, peut-être quelques années, mais ça ne marche pas vraiment. Et donc, moi, je suis parti sur cette option où Alex, donc mon associé, qui n'est pas ma femme, puisque je suis marié à ma femme, on avait à peu près, en fait, on avait un overlap, je dirais, de 70-80% de hard skills similaires. Donc, on savait faire de la finance, des modèles, du marketing, du produit, de l'aspect. Enfin, c'est du bon sens. Donc, on savait faire. On savait faire du growth, on savait faire du service client, tous ces éléments-là. Et aucun de nous ne savait faire du code.
du produit SaaS ou tech ou relatif à du coding. Mais en fait, quand on a commencé Smokyo, on s'est un peu reniflé. On se connaissait de l'école, mais on s'était perdu de vue pendant 10 ans. Et on s'est un peu reniflé, on a cherché des idées pendant 2-3 mois. Et en fait, on ne cherchait pas vraiment d'idées. Ce qu'on a cherché, c'est est-ce qu'on peut se faire confiance ? Est-ce qu'il y a des cases interpersonnelles, émotionnelles, ce qu'on appelle soft skills, qui sont évidentes pour pouvoir se faire confiance et confier la moitié de sa vie, si j'ose dire, pendant les futures années à quelqu'un. Et l'enjeu, il est vraiment là, je crois. C'est hyper important. Parce qu'il y a comme vous le saurez ou vous le savez déjà peut-être, il y a des gros hauts. Donc là, Conto, c'est une semaine haut. On a annoncé une levée de 10 millions d'euros. Après 14 mois de création, on a lancé notre produit. On a plein d'utilisateurs hyper contents. Et donc ça, c'est une bonne semaine. Mais il y a des semaines d'énormes bad, il faut le dire. Des semaines où on a des problèmes RH, où on burn trop vite, pas assez vite. Enfin, c'est tous les problèmes auxquels vous serez probablement confrontés si vous voulez monter une boîte ou si vous l'avez déjà fait. Et donc, le choix du cofondateur, pour résumer, il est clé. Et ce qui compte, c'est de bien s'entendre avec lui, de pouvoir se friter et d'oublier ça 5 minutes après, et de se faire confiance. Voilà, je pense que c'est vraiment la clé. Et comment vous répartissez les rôles, du coup ? Alors, sur Smokyo, donc notre première boîte ensemble, qui a été donc rachetée, donc ça s'est bien fini évidemment, c'est pour ça qu'on a continué, qui a été rachetée par un Fortune 500, qui a duré 2 ans jusqu'au rachat et ensuite 1 an et demi. J'ai eu une prédisposition naturelle par mon background, c'est ce que je disais sur la première question, qui a fait que je me suis plus dirigé sur le produit initialement. Parce que j'avais étudié l'électronique, même si c'était il y a 10 ans et que c'était assez théorique. J'avais étudié l'électronique, un peu l'informatique, un peu la mécanique, un peu les matériaux. Et donc, c'est devenu assez naturel que je m'en charge. Et j'ai découvert le software pur, donc l'app mobile pur, pendant l'expérience. Et je m'occupais aussi des opérations à ce moment-là, parce que j'avais l'expérience chez Groupon où c'était mon quotidien. Voilà. Et donc Alexandre s'occupait plus de... Lui a fait HEC, donc plus de trucs HEC. Lui s'occupait plus de partie marketing, sales, finance, voilà, tous les autres sujets. Et ça s'est pas fait... On n'a pas tracé une ligne dès le début où on s'est dit, toi tu fais ça, moi je fais ça. Quand on est une petite équipe et qu'on commence, on fait tout ensemble. Parce qu'il faut que, pour aller vite, alors c'est assez contre-intuitif, parce que pour aller vite, il faut que tout le monde soit au courant pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, ouais, mais on pourrait se répartir les tâches. Mais en fait, c'est tellement naturel de pouvoir prendre des décisions à 2 ou à 3 en petit comité. C'est tellement plus rapide qu'en fait, à la fin, c'est quand même mieux. Et voilà, donc on a réparti les tâches comme ça, et c'est comme ça qu'on les a gardées sur Conto, parce que ça marchait bien. Il se trouve que pour tous les sujets stratégiques, levée de fonds, recrutement, etc., on prend évidemment le temps de se poser tous les jours, toutes les heures même, pour se parler. Parce qu'il ne faut pas oublier que le competitive advantage d'une startup, c'est d'aller vite, et pour aller vite, faut beaucoup communiquer. Et voilà, enfin, c'est grosso modo la config qu'on a gardée encore aujourd'hui. Super. Parlons un peu de Conto. Est-ce que tu peux nous donner la genèse de Conto, ce que vous faites et là où vous en êtes ? Alors, on a commencé à travailler sur Conto, à regarder le secteur, ou plutôt on a commencé à regarder 2 secteurs, c'est ce que je te disais en off avant. Le secteur de l'assurance et le secteur de la banque, parce qu'on voulait un gros marché poussiéreux, qui est maintenant, on sentait que ça allait devenir à la mode, et c'est le cas, c'est avéré. Mais il se trouve que c'est pas à la mode pour rien, c'est plutôt une vraie tendance qui se confirme, parce que ce sont des secteurs qui sont... Donc ce sont les 2 seuls secteurs régulés en France, l'assurance et la banque.
où il faut un vernis technique, un vernis, une capacité à analyser beaucoup d'informations réglementaires de différentes natures rapidement, et c'est quelque chose qu'on recherchait intellectuellement. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis on est parti sur Conto, parce qu'on a tout simplement, comme c'est souvent le cas, éprouvé le pain point d'avoir un compte en banque, de faire ses virements, de faire ses payrolls, d'avoir du Facebook Ads qui est rejeté parce que les cartes ont des plafonds et que pour les faire changer, ça prend 10 ans. Enfin, tout est trop compliqué. Et en fait, on s'est dit, c'est ce que beaucoup se sont dit avant nous aussi. Et d'ailleurs, on s'est dit, mais c'est incroyable que ça n'ait pas été fait avant. C'est qu'en fait, les banques en ligne, pour les PME en particulier, qui sont très mal servis, sont vraiment nuls. Donc voilà, c'est assez simple. Et c'est l'utilisation du online banking pour les professionnels. Et accessoirement, quand on creuse un peu, aujourd'hui, enfin avant Conto, une boîte, donc personne morale, ne pouvait pas ouvrir de compte en ligne, 100% en ligne. Il fallait aller dans une agence. Donc Boursorama le fait, ça c'est l'offre pro, sauf que c'est pour les auto-entrepreneurs, c'est pas pour une personne morale. Et donc, c'est extrêmement contraignant, sachant qu'il y a 4 millions de PME, incluant les TPE, les freelance, les auto-entrepreneurs en France. Il y en a 25 millions en Europe. Et c'est un marché qui est extrêmement mal servi. Donc, voilà, c'est devenu évident et on en a fait un business. Super. Et vous en êtes où, du coup, à aujourd'hui? Alors, je ne sais pas vraiment où on en est. Non, très sérieusement, on a 14 mois, on est 30 dans l'équipe, enfin une trentaine, entre 25 et 30, principalement sur le produit, donc qui inclut du product manager, du designer et évidemment de la tech, front, back, QA. Donc on a une équipe d'une trentaine de personnes. On est très focus sur notre lancement, donc qui a débuté lundi. Notre mission, notre vision pour les 12-24 prochains mois, c'est de remplacer le compte de la banque traditionnelle. Voilà, c'est un peu ce qu'on veut faire, parce que on pense que les banques vont pas y arriver, les banques traditionnelles vont pas y arriver, parce qu'elles ont du legacy dans toutes les directions sur leur existant. Et on pense que la banque aussi, ça peut être très cool et très sympa. C'est un peu comme quand on utilise Stripe la première fois. Bon, on se dit, c'est du point of sale online, quoi. C'est un truc assez commoditized. Et c'est une commodité. Et en fait, ils l'ont rendu sexy, sympa, accessible, rapide. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec la banque. Parce que ça devrait être facile, simple, on n'y passe pas du temps, etc., etc. Sachant que nous, ce qu'on offre, c'est vraiment la réunion de deux industries, deux secteurs. C'est le compte bancaire, les cartes, avec la couche équipe, multicarte pour gérer les budgets, etc. Faire les virements, les intégrations, tout ce que vous voulez, et en particulier les intégrations comptables, hein, puisque notre but, c'est aussi de faciliter le cash accounting, donc la compta cash, en opposition à la compta statutaire qui est un peu plus sérieuse au-delà de certains seuils. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est vital dans la vie d'une start-up, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps à gérer ce qu'on appelle la boîte à chaussures, quoi. C'est là où il y a tous les tickets, tous les trucs qu'on fera plus tard, puis on les fait jamais, et puis ensuite on perd vachement de temps, toutes les fins de mois, et c'est un enfer. Et en fait, on veut automatiser tout ce process pour toutes les PME. Voilà. C'est un peu avec un focus pour l'instant sur les startups et les entrepreneurs, donc les gens ici. Très bien. J'ai vu que tu avais fait du coup 2 levées de fonds en 6 mois quasiment, une première en début d'année, une deuxième la semaine dernière, enfin, qui a été annoncée la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir fait 2 levées aussi rapprochées finalement les unes que les autres? À quoi a servi la première? À quoi va servir la deuxième? Puis comment ça s'est passé? Je crois que la première levée de fonds, c'est celle qu'on redoute un peu parce que enfin, nous, on avait déjà levé des fonds pour notre précédente boîte, donc c'était plutôt pas une découverte d'un process, mais c'était plutôt une validation de l'idée. Je pense que souvent on se dit,
j'ai pas réussi à lever de fonds, mais je vais y aller quand même. Et je pense que c'est très bien, il faut aller au bout de sa passion. Mais c'est quand même un indicateur hyper fort de se dire qu'un potentiel actionnaire, ou plusieurs, si on en a vu 15, n'ont pas envie de mettre des billes sur une idée, une équipe, etc. Donc pour nous, c'est le consultant qui revient, c'est un espèce de petit tick box qui nous a dit green light, allez-y les gars. L'idée n'est pas déconnante, vous pouvez y aller et creuser, et voilà 1,6 million pour creuser. Et lors d'un board meeting quelques mois après, on n'avait pas de produit à l'époque, donc c'est ça qui était marrant. Vous aviez quoi du coup à l'époque? Quelques slides, des idées et un amorçage de team, puisqu'on avait injecté de l'argent à nous. Parce que c'est aussi l'avantage de vendre sa boîte avant, c'est qu'on a un petit peu de sous et donc on peut en mettre un peu pour voir ce que ça donne. Et donc on a été voir notre fonds, donc le fonds qui avait investi sur Smokyo, et on a un autre fonds américain qu'on avait contacté qui s'appelle Valar Venture, qui était important pour nous parce que c'est le fondateur de PayPal qui a monté le fonds, qui s'appelle Peter Thiel, qui est plus connu aujourd'hui pour d'autres raisons, mais qui a aussi investi dans notre équivalent B2C qui est Number 26, dans TransferWise, dans Xero, enfin dans plein de fintech ou SaaS Connect qui était hyper important pour nous. Et donc on a eu la chance de les intéresser, et Alven Capital, donc fonds français, et Valar, pour nous c'était le bon combo. L'ambition européenne et l'esprit américain avec Valar, et Alven, la connaissance du marché français et le track record sur la tech ici. Et donc on a fait cette levée de validation, et puis lors d'un board, donc, comme je disais, ils ont vu qu'on dépilait, comme on dit. Donc en quelques mois, on a fait un produit, on a signé les bons contrats, on a coché beaucoup de cases, et on a très franchement beaucoup travaillé. Ce qui est toujours compliqué quand c'est un produit au début, parce que le temps a tendance à se dilater, on ne sait jamais si on va réussir à tenir ses deadlines, etc. Et on s'est vraiment mis dans une seringue, si j'ose dire, parce que c'est un peu le point de tout à l'heure, parce qu'on adore l'action avec mon associé, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles ça marche bien. Et pendant donc un de nos board meetings, on leur a dit voilà, est-ce qu'on peut passer à la vitesse supérieure? Et il se trouve que ils ont répondu, ils ont dit oui, bon, super travail, vous avez démontré en quelques mois que c'était possible, vous êtes en train de vous attaquer au secteur bancaire. On leur a dit oui, c'est pour ça qu'on a probablement besoin d'un peu plus, on n'avait pas mis de montant sur la table. Et du coup, on a discuté assez rapidement, et on n'a pas fait de roadshow, comme on appelle, donc on n'a pas été voir d'autres fonds. Et puis on a réglé ça en famille, comme on dit, pour pouvoir avoir assez de fonds et être à la mesure des ambitions du secteur et de notre deuxième boîte, puisque c'est la deuxième. Et quand c'est la deuxième, c'est assez humain et c'est vraiment pas prétentieux. On a envie d'aller plus gros et plus vite parce que c'est très excitant. Voilà. Tu aurais des conseils à donner à des futurs ou jeunes entrepreneurs sur tout ce qui concerne la levée de fonds? Ouais, je pense un point important, c'est qu'il y a une focalisation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu la première fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier, mais il y a une focalisation sur la dilution, le timing, etc. Il n'y a aucun doute que si vous lancez un produit qui est unique, donc vous n'avez pas encore de concurrent ou ce n'est pas encore clair, il y a un moment, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, celui qui va gagner, c'est celui qui aura levé le plus. C'est assez mathématique, mais c'est assez vrai. Pour des équipes équivalentes, il y a un moment où ça joue plus sur du produit, enfin toujours sur le produit, il faut toujours écouter ses clients, mais ça va aussi jouer sur des actions marketing, des partenariats forts, etc. Et je crois du coup que la première levée de fonds, il ne faut pas trop se focaliser sur des questions existentielles de je vais me faire diluer de 22 ou 18, etc. Enfin, en gros, je suis un peu direct, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous validiez, vous shippiez, vous testiez. Et comme on dit souvent, de manière un peu crue et vulgaire, c'est mieux de rater vite que de passer 10 ans à essayer de monter un truc qui ne se vendra jamais. Et je suis assez convaincu de ça, profondément convaincu de ça. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le competitive advantage d'une startup, c'est d'aller vite. Et c'est tout.
Donc il faut aller vite, tester, et puis il y a plusieurs vies dans une startup évidemment. Donc après, il faut faire le point. Un an après, on fait le point. Qu'est-ce qu'on veut, où on en est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et puis il y a des points d'étape comme ça tous les mois. Mais je crois que la levée de fonds, elle est extrêmement importante. Elle valide votre idée, elle vous donne confiance, elle vous fait du PR, elle vous fait connaître, elle vous permet de recruter mieux, de commencer à développer une culture d'équipe. Et puis après, c'est un cercle vertueux, comme on dit, ça permet de bouger. Et puis, au pire, vous plantez, et on va dire que tout le monde est très intelligent et que ce n'est pas à cause de vous, c'est qu'il n'y a pas de demande, en fait, ça arrive. Et au mieux, vous aurez été le premier sur le marché ou avec une attention très particulière sur l'exécution et le hands-on, parce que c'est ça au début, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde, on ne peut pas recruter beaucoup. Donc, chez Conto, au début, moi j'étais sur Zendesk, on répondait aux tickets, parce qu'on avait une landing page, on posait des questions, et puis petit à petit, on a embauché. Et voilà. Mais en gros, il ne faut pas avoir peur de tout faire. Et je pense que c'est important, mais il faut quand même se mettre en condition de lever parce que même s'il y en a, il y a des exceptions. Il y a très peu de boîtes qui deviennent extrêmement disruptives au sens noble de ce mot, parce qu'il est très utilisé. Donc ils vont vraiment révolutionner, impacter beaucoup de gens sans lever. Ça existe. Enfin, j'en connais pas beaucoup, moi, très peu. Ok, merci. Et tes enjeux pour les 6 mois ou l'année à venir? Je pense que c'est des enjeux qui sont assez indirects, parce que évidemment, nous, notre but, c'est d'avoir le plus de clients, c'est ce qu'on vous dit probablement ici, le plus de clients le plus vite possible et le plus content possible avec du repeat rate, des gens qui utilisent tout le temps. Donc ça, c'est un peu c'est ce que je dirais probablement à un fonds pour une série B, ce qui est vrai. Mais je crois que notre focus particulier avec Alex, c'est l'équipe en fait. Je pense que c'est vraiment hyper important. C'est très communément dit. On s'en rend compte très vite quand on monte une boîte. Mais je pense que c'est vraiment clé en fait. Ça sert à rien de s'éparpiller. S'il n'y a pas des gens talentueux qui vibrent avec vous sur l'ambition, qui sont capables de contribuer aussi à la culture de la boîte, à enrichir par des connaissances, connexes ou pas, la vision. En fait, la boîte, il n'y a rien en fait. Elle n'a pas de substance. Ça devient un asset, ça ne devient pas une ambition. Ça perd l'idée de l'ambition. Et donc je crois, le principal focus pour nous, c'est le moyen pour arriver à avoir un bon produit, le plus de clients possible, contents et tout, qu'est l'équipe. Voilà. Okay. Dans tout ça, j'imagine que le recrutement est un enjeu clé. Tu fais comment pour bien recruter? Franchement, il y a plusieurs phases. Il y a la phase screening, donc on essaye de trouver des candidats. Et puis ensuite, il y a tout le process d'application. Donc combien d'entretiens, pourquoi, avec qui dans l'équipe. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que pour sourcer les clients, les candidats, on utilise des chasseurs de tête, on utilise des plateformes comme Hired ou Talent, on utilise LinkedIn, on utilise pas mal de canaux. C'est de plus en plus efficace. Donc au début, on regardait tout, et puis maintenant, on sait de mieux en mieux identifier les profils précis qui peuvent avoir une vraie contribution chez Conto. Et puis ensuite, sur le process lui-même, qui est hyper important, qui est souvent négligé, que même nous, on néglige parfois. Et c'est souvent par manque de temps, c'est pas par manque de volonté. C'est vraiment tout ce process où le candidat va avoir le temps de rencontrer 4, 5, 6 personnes de l'équipe, pas forcément qui vont travailler ensemble, donc c'est pour avoir des regards un peu de insider par rapport à une équipe, une sous-équipe. Et l'entretien, enfin plutôt le process, il y a toujours un cas pratique, donc que ce soit Customer Success ou Dev hyper senior, il y a toujours du cas. Maintenant, on fait du on-site case, donc c'est toute la journée. Donc on demande, dans la mesure du possible, au candidat de poser une journée. Comme ça, on prend le temps de se connaître. Il y a Slack qui est ouvert, on peut échanger, voir comment l'interaction se passe. Voilà. Donc je pense que
c'est quelque chose qu'on a mis en place assez vite, qu'on ne faisait pas trop, qu'on fait de plus en plus et qu'on est en train de systématiser, où on veut passer du temps avec les candidats avant de les embaucher. Parce que dans une start-up, chaque personne compte et donc il faut faire attention à ça. Et l'équipe, c'est vraiment le cœur ou le poumon de la boîte, donc c'est vraiment clé, quoi. Voilà. Très bien. Je te propose de finir en parlant un peu d'organisation et de méthodo. J'ai vu sur ton blog que vous avez développé toute une philosophie et méthodo produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous fonctionnez sur la partie produit ? Ouais. Alors, moi, je pense que c'est pas un process très orthodoxe, parce que j'ai pas fait 10 ans de produit. En fait, je suis pas quelqu'un. J'aime bien le produit. J'ai toujours aimé le design en particulier, qui est une des composantes du produit. J'ai toujours bien aimé le design sur le produit client, mais aussi le design. On dit ça maintenant, c'est un peu à la mode, le design thinking, donc la UX des utilisateurs en interne. Et donc, je réfléchis beaucoup au process interne. Avant de venir, on était en discussion avec un de nos product managers et notre VP Engineering pour parler de comment on va améliorer la vélocité de l'équipe et qu'est-ce qu'on va changer dans les outils et l'organisation pour que ça aille mieux. Et donc, je crois que c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé, mais je n'ai pas forcément de formation. Donc, ma technique, je crois, pour le produit, c'est et pour s'y mettre quand on en a jamais vraiment fait, en fait, ou qu'on commence, je crois qu'il faut peut-être quatre critères. Je pense qu'il faut être extrêmement curieux à la base. Il faut aimer télécharger des apps et les supprimer 5 minutes après juste pour les tester, voir comment ça se passe. Je crois qu'il faut être très organisé parce que, en gros, le PM, c'est un peu le CEO du produit. Alors, on peut avoir plusieurs équipes produits, plusieurs équipes tech, mais c'est un peu le CEO. C'est lui qu'on va aller voir pour poser toutes les questions de « mais comment ça marche ça ? Elle est où la spec ? Est-ce que je fais ça avant ou après ? Comment je gère ce bug ? Talala. » Et donc, je pense qu'il faut vraiment très bien s'organiser puis accepter d'être c'est un langage tech, un receiver, recevoir beaucoup de demandes et les gérer, et donc il faut être organisé. Le troisième, je crois qu'il faut avoir moi c'est un peu ce qui m'a sauvé, c'est qu'il faut avoir un vrai sens du détail, qui est très lié au premier point, qui est la curiosité. C'est qu'il faut aimer rentrer dans le détail et être pixel perfect, mais pas que sur la UI, partout dans sa vie en fait. Faut aimer comprendre les choses, les décortiquer, et pas que comprendre les choses, mais comprendre le why, le pourquoi en fait. Il faut passer par ce process de pourquoi ils ont fait comme ça. Et d'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans la banque, parce qu'on a commencé à se dire mais pourquoi l'interface elle est comme ça en fait, on comprend pas. Et des banques tradies. Et donc je crois que ouais, ce côté devil is in the details, c'est vraiment quelque chose de vraiment très clé. Et puis je crois que le quatrième point, c'est je pense qu'il faut savoir parler plusieurs langues. Et par langue, je ne veux pas dire JavaScript et Ruby, je ne veux pas dire anglais et français, je veux dire qu'il faut savoir parler le langage service client, dev, design, business, strat, marketing, parce qu'en fait, c'est le product manager, c'est un peu le cornerstone de ce que voit le client et dans toute son expérience. Donc, si c'est la manière dont on va traiter les bugs qui sont remontés du service client, est-ce qu'ils sont bien reportés à l'équipe product, est-ce qu'ils sont bien planifiés, schedulés, priorisés, est-ce qu'ils tombent bien dans le backlog ou dans le sprint actuel, et est-ce qu'on a bien prévenu le client ensuite qu'on a fait le fixe. Et ça, en fait, je pense que c'est vital en fait, pour bien le faire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outils ou process pour faire tout ça bien ? Alors, on changeait pas très souvent, mais on se pose beaucoup la question d'alternative. Je pense que beaucoup de potes s'étaient foutus de ma gueule sur ce fameux blog post où je dis Movimiento es la vida. Donc, je sais pas, j'aime bien dire ça. C'est qu'il faut tout le temps se renouveler, en fait. Et pas que sur la manière dont on comprend les features qu'on propose à nos clients, en fonction de leur feedback, mais aussi sur le process interne. Il faut essayer de comprendre où sont les frottements, où sont les goulots d'étranglement pour les améliorer. Donc, les outils qu'on utilise, c'est pour les sprints et le backlog, c'est Jira. On était sur Pivotal Tracker, on a essayé GitHub, enfin, on a essayé plusieurs alternatives qu'on a tuées, puis on a remis Jira. On utilise pas trop, mais on essaye un
un soft qui s'appelle, si je ne me trompe pas, productmanager.io, quelque chose comme ça, qu'on n'utilise plus trop en fait parce qu'il manque des features, qui permet de qualifier les features que vous voulez développer. Est-ce qu'ils sont UX Wahoo? Est-ce qu'ils sont acquisition? Est-ce qu'ils sont... c'est un feature parce que je vais m'attaquer à ce concurrent en particulier et je vais faire mieux que lui son feature pour qu'il disparaisse. C'est ça. Et donc, ça, c'était un outil qu'on utilisait, que j'aimais beaucoup, mais qui est incomplet encore. Et puis, évidemment, on utilise les classiques sur le design qui sont extrêmement importants, qui sont InVision, enfin Sketch, InVision, Craft, Zeppelin. Voilà. Et évidemment, les classiques, Trello, Slack, tout ce qu'on connaît. Okay. Et sur la partie tech, si j'ai bien compris, aucun des deux cofondateurs sont vraiment techniques. Comment est-ce que vous avez monté du coup le MVP ou la première version du produit et puis ensuite toute l'équipe tech et fait les grands choix structurants d'architecture tech comme prendre du Ruby qu'on étudie ici, ce genre de choses? En fait, on a la première personne qu'on a recrutée et avec laquelle on s'est associé. C'est notre VP Engineering, donc Gabriel. Et c'est lui qui a beaucoup travaillé sur la partie tech. Donc c'est lui qui a mis en place et il est parti sur les stacks qu'il connaissait bien ou pour lesquels il avait de l'appétence, qui ont un avenir. Donc Ruby, c'est évidemment un très bon choix. C'est celui qu'on utilisait sur la précédente boîte. Donc pour nous, c'était aussi plus simple. Et sur le front, on est parti sur Ember.js parce que c'est rapide, c'est facile. C'est performant maintenant et peut-être qu'on se posera la question de tout changer un jour, mais en gros c'est nos deux stacks principales. Voilà. Super. Merci beaucoup Steve. Je propose de donner la parole à l'Assemblée. Il nous reste un quart d'heure. Bonsoir. Bravo déjà parce que vous attaquez un segment qui n'est pas facile. Et donc j'ai vu la release, j'ai demandé tout de suite à être client, mais vous n'êtes pas intégré avec celle-ci, donc je ne peux pas encore, mais donc j'ai hâte que vous soyez intégré avec celle-ci. J'ai une question très, pratico-pratique. Est-ce que vous faites des product release tous les jours? Oui. Vous y arrivez? On y arrive, oui. En fait, ce qui se passe, la manière dont on travaille, alors, moi je m'occupe encore en direct du mobile aujourd'hui, chez Conto. Pour le web, un product manager très talentueux nous a rejoint il y a quelques mois. Et petit à petit, je lui ai fait tout le transfert knowledge, donc je m'en occupe presque plus. Je fais encore de l'aspect quand il n'a pas le temps pour l'aider. C'est lui qui gère les stand-up, etc. Et les priorisations, on les discute. Et on a organisé le mobile qui est un peu plus simple à organiser, où on se dit on va faire des sprints d'une semaine, on va faire de la release quand on veut dans la semaine, parce que maintenant, en plus, l'App Store approuve les apps le lendemain, donc ce qui est plutôt très bien pour iOS. On va faire de la release dès qu'on est prêt sur quelque chose. Mais par contre, on va numéroter nos versions, on va apporter de la lisibilité, puis on va envoyer une release note à nos utilisateurs que quand il y a un Wahoo feature qui sort. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on fait. Donc nous, on s'est dit release quand on veut, quand on le sent, donc on en parle tous les jours. Saut de version, donc 1.1, 1.2, 1.3 toutes les 2 semaines. Et 1.0 à 2.0, c'est quand il y a un major change. Et donc on s'est créé un peu notre routine, parce que c'est très important quand on est PM d'établir une routine, qu'on arrête, enfin que l'équipe tech arrête de penser au process pour penser au contenu. Et donc c'est important d'avoir une routine là-dessus. Et je pense que, pour répondre à ta question plus précisément, je pense qu'il y a un côté extrêmement kiffant à faire de la release tout le temps. Parce que l'utilisateur il trouve des Easter eggs tout le temps dans l'app, des nouveautés. Ah, ils ont changé ça, c'est vachement bien et tout. Et je trouve que c'est hyper jouissif pour le client, puis aussi pour les devs, hein, juste de pouvoir shipper leurs produits. Donc maintenant, on a un QA qui nous a rejoint. Avant, on shippait sans QA, enfin avec un QA Product Manager. Maintenant, on est en train de monter une équipe QA. Et donc, on fait quand même du QA avant les releases techniques. Mais on fait quand on veut. Voilà. Salut, vous m'entendez? Je voulais revenir sur le financement. Donc, tu parlais de tes 2 levées. Je me demandais, avant de lever, comment vous avez fait pour vous financer? Alors, on avait un unfair advantage, puisqu'on avait monté une première boîte.
qui a été racheté. Et on a eu la chance de gagner de l'argent. Et donc, on a pu, chose qu'on n'avait pas eu pour la première. Donc, la première, c'était un peu plus compliqué. Et donc, on a eu la chance de ne pas avoir ce problème la deuxième fois. La première fois, maintenant, c'est peut-être plus utile dans ton cas, si tu n'es pas dans mon cas. En fait, on a investi, je crois, 10 000 euros ou 15 000 euros au début sur Smokyo. Et puis, on s'est débrouillé tout seul. En fait, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. On s'est remis à l'électronique, on a trouvé un bureau d'études, on lui a dit voilà, franchement, on n'a pas beaucoup de moyens, est-ce que vous voulez bien? Donc, c'est un peu la danse du ventre. Je fais quelqu'un qui rigole. Non, mais c'est vrai, il faut un peu pitcher son truc tout le temps pour trouver des freelances qui veulent bien nous accompagner quand on n'a pas les compétences. Et puis après, c'est le fameux équilibre. Il faut être prêt à tirer pour lever. En fait, dès qu'on se sent prêt, il faut y aller. Et on a eu un petit coup de pouce assez marrant sur Smokyo. Donc la première, c'est qu'on avait pitché au Startup Weekend et par chance, on avait gagné. C'était rue du Sentier sur une idée qui avait rien à voir. Et puis dans le jury, il y avait un fonds dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Alven Capital. Et comme on a gagné 1 heure de mentoring avec un des partenaires, donc qui s'appelle Rafi. Et en fait, quand il nous a recontactés, je ne sais plus si c'est nous ou lui qui avons repris contact, mais je me rappelle qu'on lui avait dit écoute, on a changé d'idée, donc on peut se voir, mais on a autre chose en tête, et c'est du hardware, et ça n'a plus trop à voir avec Corner Space, ça s'appelait, c'était le Airbnb des espaces commerciaux, déjà B2B. et il nous a dit venez, franchement, on va prendre un café et puis parler du truc. Et on est arrivé au meeting, on avait un proto en fait. On venait d'avoir notre proto, il marchait pas encore super bien. Et puis, je crois que c'est venu de là. Je sais pas, ils ont aimé l'idée, la vision, et puis ils ont dit ok, on va mettre un petit ticket, puis ça a commencé comme ça. Donc je crois le gros takeaway, la bottom line de ce que je viens de dire, un peu trop longuement, c'est faut être un peu hyperactif, faut filtrer les choses quand on commence une boîte, mais faut être un peu hyperactif puis choisir des bonnes batailles où on peut avoir un peu d'exposure quand on est inconnu. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé parce qu'on a fait Startup Weekend parce qu'on était un peu dépité, c'était un down. Là, on était en down à ce moment-là. On brainstormait depuis 3 mois puis on n'avait pas trouvé d'idée vraiment. Et donc on a fait Startup Weekend, on s'est dit on prend une idée un peu out of the box et on va la pitcher et on va essayer. Et puis du coup, c'est une bonne surprise à la fin. Voilà. Okay. Allô, ouais. Moi, je me demandais, donc pour les jeunes entrepreneurs, donc, parce que j'allais rebondir sur cette question, je voulais poser une question un peu similaire. Comment tu as fait pour l'élaboration? Au début, je n'ai pas bien compris si ton associé, c'était quelqu'un que tu connaissais déjà. Ouais. Comment vous êtes parti vraiment pour, avant de pouvoir pitcher, comment vous avez construit votre business plan, quels sont les échecs et les erreurs qui vous ont aidé ou qui vous ont fait évoluer, plus vraiment sur l'élaboration très primaire. Je crois qu'on s'est lancé, on a décidé de se lancer. Alors, première question, parce qu'il y avait 4 questions. La première question, on s'est lancé parce qu'on avait parlé de Smokyo à un pote de pote qui nous avait dit, et qui est un peu dans l'investissement, qui nous avait dit attendez, mais c'est mortel votre truc, faut y aller et tout. Et un jour, on s'est chauffé sur le truc, on s'est dit allez, on y va. Et ce qui est cool quand on commence une boîte, en fait, c'est que le seul downside, si on met quelques milliers d'euros, c'est sous contrôle. Le downside, c'est qu'on a perdu du temps. En fait, en gros, c'est ça, et un coup d'opportunité. On aurait pu bosser, bien gagner sa vie ailleurs, puis on l'a pas fait. Mais le downside, il est quand même sous contrôle. Enfin, il n'y a rien de grave, c'est une belle histoire à raconter si on se plante. Et on ne sera jamais vraiment... Je vais reprendre des métaphores avec ma femme, mais tant qu'on ne se lance pas, on ne sait pas qu'on aime quelqu'un. Et c'est un peu pareil avec la... c'est un peu pareil pour se lancer dans une boîte. Il faut se lancer puis voir ce que ça donne. Je crois que c'est ça, et pas trop réfléchir. Et y aller un peu à l'instinct. Donc ça, c'est la première question. Je crois que la deuxième question, c'est business plan et compagnie. Alors... ça, je pense,
Franchement, on savait tous les deux faire des BP, et faire des supports comme ça, et des financial forecasts, et des slides. Enfin, on était consultants tous les deux, donc franchement, les slides, on en a bouffé beaucoup, et on savait comment le faire. Et donc, l'idée, c'était plutôt de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire et comment. Et donc, on s'est juste posé, et on a pris quelques jours pour poser quelques slides. Je crois que c'était un deck de 20-25 slides. Et puis voilà. Et je pense qu'on l'a fait pas tellement pour pitcher au début, mais vraiment pour nous, pour essayer de se créer un peu une guideline de qu'est-ce qu'on voulait faire. Troisième question, j'ai oublié. Pour l'argent, on a mis un petit peu d'argent. Non, Non, je te demandais les échecs ou les erreurs qui t'ont fait avancer. Excuse-moi, j'avais oublié. Je crois que dans l'action, on pense pas trop aux échecs. En fait, si on est vraiment motivé par ce qu'on fait, vraiment on y croit, ouais, je pense qu'on n'a pas le temps de penser aux échecs. Alors sur Conto, parce que sur Conto, j'ai appris de la première. J'ai appris, c'est beaucoup du soft skill, des choses intangibles, comment gérer des choses, des situations, etc. Parce que c'était un secteur compliqué, la cigarette électronique. Où on est classifié produit du tabac, mais c'est pas un produit de tabac, vraiment. Donc c'était un secteur compliqué. Et là, c'est la banque, mais on n'est pas vraiment une banque. On est agent bancaire pour l'instant, enfin agent d'établissement pour l'instant. Et ouais, je crois qu'il y a des choses qui peuvent se transférer, mais on n'a même pas le temps d'y penser. Je crois que c'est un peu la mémoire dans la peau, quoi. C'est Jason Bourne. En gros, comme on l'a vécu, on se rend pas compte, mais on corrige le tir la deuxième fois. Mais sans réfléchir, je crois. Voilà. J'avais une question pratique. Est-ce qu'il existe une interface pour les experts comptables, commissaires aux comptes, de vos clients? Alors, nous, oui, alors la réponse courte est oui, si j'ai bien compris. En fait, une des particularités de notre banque, enfin notre plateforme bancaire, c'est qu'il y a une couche de permission d'équipe, et celui qui ouvre le compte est mandataire social de la boîte ou a les pouvoirs pour l'ouvrir. Et lui est administrateur, donc il a tous les accès. C'est un peu comme Google Work ou Slack. Et on peut inviter ce qu'on appelle des employés. Et les employés, ils peuvent être ce qu'on appelle card holder. Ils ont des cartes. Ils peuvent avoir des cartes. Mais par contre, c'est l'admin qui gère leurs limites, qui la bloque, qui fait les demandes d'attachment si la personne n'a pas pris une photo en recevant sa notif, etc. Et on a ce qu'on appelle un external. Et ça, c'est un accès read-only à la plateforme. Typiquement, nous, notre comptable, il a accès à la plateforme et il peut télécharger tout s'il veut. Et là, on travaille sur les intégrations, donc pour qu'il ait plus aller sur la plateforme et qu'en fait tout soit fetché simplement. Hello, Victor de Cooper. Tout à l'heure, tu parlais du produit, et moi, en fait, ce qui m'intéresserait pas mal, c'est de savoir comment est-ce que tu envisages la suite en termes de développement sur le produit. Sur quelle base, en fait, tu vas partir? Est-ce que tu vas faire des call users? Ou est-ce que tu vas partir plutôt sur de l'intuition? Je pense, au début, c'était purement intuitif. Enfin non, au tout début, c'est quand on a commencé Conto, on a été voir 50 ou 100, je crois que ça s'est approché de 100 à la fin. 100 CEO, CFO, comptables, pour essayer de comprendre leurs pain points et définir un MVP avec quelques bullet points. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis ensuite, c'était beaucoup de gut feeling. On pense que le customer journey doit être comme ça. Pourquoi? On essayait de s'expliquer et de rationaliser tout ça entre nous. Et puis, maintenant qu'on a des clients, enfin, on est en bêta depuis quelques mois, mais maintenant que la plateforme est ouverte, puis qu'on a du growth, je pense que c'est ultra clé d'écouter tout le temps ses clients, mais de filtrer aussi, parce qu'il faut choisir ses batailles. Nous, on a décidé de ne pas faire l'encaissement de cash et de chèque au début. Donc, c'est les deux choses qui nous différencient pour le everyday banking d'une banque traditionnelle. Parce que notre target, notre cible, c'est start-up et boîte digitale. Donc, on a des designers, on a même des profs de yoga, mais c'est des gens un peu modernes qui sont habitués à faire du online et qui ne font pas de transactions cash. Et
si tu gardes le focus, puis tu es OK de ne pas servir un segment de ton marché, je pense que déjà tu réduis la complexité et du coup tu peux écouter tes clients puis filtrer ce qui t'intéresse pas ou plutôt ce qui n'intéresse pas à court terme ta vision du produit. Voilà. Donc je crois que oui, c'est clé d'écouter tout le monde, même vous. Enfin, si vous, je sais pas s'il y en a qui ont des contos ici, mais pour leur boîte, je sais pas, mais franchement, on a une continuité chez nous. Donc dès qu'on a un touch client, si c'est un truc qui est lié à une demande feature, ça part dans un Trello, il est ranké, et puis on regarde tout le temps ça. Je regarde tous les jours, donc on écoute nos clients. Puis s'il y a un feature auquel on se dit ah ouais, make sense, on va envoyer un mail aux clients pour leur dire vous pouvez nous donner plus d'infos, c'est quoi votre use case, quoi, très précisément. Et puis là on va creuser. Et ça nourrit, c'est un des composants pour nourrir la réflexion, puis l'idée d'essayer de taper dans le mille du premier coup. Ok, merci. Merci Steve, on va s'arrêter là. Merci. Bravo pour cette belle aventure, bon courage pour la suite et merci d'être venu par cette chaleur. Merci à vous.